de vous accueillir ici au Cap Learning Centre. C'est un partenariat avec la librairie des Volcans. C'est un partenariat qu'on a tissé avec les collègues libraires depuis maintenant 2020. Et nous sommes heureux, puisqu'il y a des travaux à la librairie en ce moment, d'accueillir ici même Johan Chapoutot, qui est un historien reconnu sur l'histoire nazie. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Malek, qui va présenter la table ronde. Bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux à cet événement. On reçoit effectivement ce soir Johan Chapoutot, un historien d'une grande valeur, inestimable. Et j'ai la charge, donc je vais essayer de faire au mieux dans les temps qui me sont impartis pour vous faire la présentation. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourrait y passer toute la soirée, je commence donc par mon introduction en vous interpellant, puisque au moment où je vous parle, la démocratie et l'état de droit sont attaqués un peu partout dans le monde, et il nous apparaissait important de nous arrêter. Donc je vais vous demander de prendre un petit peu une machine à remonter le temps. Au 30 janvier 1933, ce jour, Hindenburg appelle Hitler à endosser le poste de chancelier du Reich, non pas en raison d'un score faramineux aux élections locales et nationales. C'est pas un score démentiel, au contraire. Johan vous en parlera tout à l'heure. En raison de petits calculs arithmétiques menés par un consortium libéral autoritaire composé de conservateurs nationaux, de libéraux, et persuadés qu'ils détiennent trois vérités. D'abord, ils ont les meilleures solutions économiques pour l'Allemagne. Ils peuvent contrôler le chef du parti nazi. Et enfin, ils peuvent éventuellement protéger le pays avec l'adjonction de milices SA, 400 000 hommes, alors que, je vous le rappelle, l'armée allemande, ce sont environ 100 000 hommes. Donc, ils veulent protéger le pays d'une éventuelle, et je dis bien d'une éventuelle révolution bolchevique, et pour lesquelles donc, ils n'auraient pas les moyens sans les SA. Ces instigateurs portent au sommet Hitler au pouvoir, et ils se sont bien trompés. C'est le livre qui nous intéresse, donc Les Irresponsables, sous-titré « Qui a porté Hitler au pouvoir ?», le dernier opus de Johan Chapoutot, qui nous invite à réfléchir, à analyser et comprendre, à travers une lecture du livre qui est vraiment passionnante, cette période politique de l'Allemagne des années 30, des événements qui ne laissent pas insensibles, tant elles font écho à notre propre contemporanéité. Il s'agit ici d'un véritable réquisitoire, mais on y reviendra, contre l'extrême centre, d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. On y reviendra peut-être sans doute dans la conclusion. Et car en historien rigoureux que vous êtes, vous soulignez les analogies avec la période contemporaine. Donc je veux rapidement vous présenter. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, vous êtes un spécialiste de l'histoire du nazisme, de l'Allemagne moderne et occidentale, et vous êtes auteur de 10 ouvrages, traduits dans plus de 15 langues, et distingués par des prix nationaux et étrangers. Donc dans vos livres, vous avez Le nazisme et l'Antiquité, paru en 2008 chez PUF, La loi du sang, Paris-Gallimard 2014, Le meurtre de Weimar, vous abordez déjà cette question-là, qui est paru en 2015 chez PUF également, La révolution culturelle nazie, Paris, Gallimard, 2017. Plus récemment, Libre d'obéir, le management du nazisme aujourd'hui, chez Gallimard également. Puis en 2021, Le grand récit, traduit en 2 langues. Les 100 mots de l'histoire, Paris PUF dans Que sais-je, où vous explorez les enjeux historiographiques et épistémologiques de l'écriture de l'histoire contemporaine. Puis, dans un ouvrage collectif paru en septembre dernier avec les amis Nicolas Patin et Christian Ingrao, un ouvrage collectif, Le monde nazi, 1919-1945, qui nous a valu un très beau moment avec la librairie des Volcans, puisque nous avions reçu en décembre l'ami Christian Ingrao. Donc ce livre repose sur une analyse approfondie des archives politiques, des journaux intimes, des correspondances, des discours, des articles de presse, des mémoires des acteurs et des témoins majeurs de l'époque, documentation rigoureuse que vous avez disséquée, tous les mécanismes qui ont conduit à la capitulation morale et politique de l'époque. Donc dans Les Irresponsables, notre invité, Johan Chapoutot, vous développez plusieurs idées autour de la montée au pouvoir d'Hitler et des dynamiques politiques qui l'ont facilité, alors que ces hommes de solidarité d'affaires, c'est ce que vous répétez à plusieurs reprises,
que ce soit dans le livre ou dans les nombreuses émissions dans lesquelles vous participez, viennent de partis conservateurs, nationalistes et libéraux, soutenus par des médias réactionnaires et des élites traditionnelles. Ils avaient perdu le soutien populaire au fil des élections, puisqu'ils étaient à plus de 50% au moins des voix, et ils se retrouvent plus qu'à 10%. Et malgré cela, ce petit groupe minoritaire, convaincu d'avoir raison, a choisi à s'allier avec les nazis dans l'espoir de contrôler et de poursuivre sa politique antisociale impopulaire qui mène tout bonnement à la disparition d'une démocratie, la République de Weimar. Il y a, si vous me permettez, 5 lignes de force dans ce livre et qui sont tout à fait intéressantes, encore une fois. Je m'excuse, je suis un peu long, mais le livre est d'une qualité remarquable, donc je me permets d'être un peu long. La mise en place d'un consortium libéral autoritaire, qui a tout fait pour se maintenir au pouvoir. Il y a aussi une stratégie du pouvoir face à cette perte de soutien, qui cherche à capter l'énergie du mouvement nazi, la marée brune, à dessein pour servir ses propres intérêts, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et vous avez cette idée aussi, c'est le 3e point que vous développez, d'alliance avec les nazis, avec quand même un espoir de pouvoir les contrôler, sans majorité parlementaire, sans démocratie, et c'est ce qui s'est révélé extrêmement irresponsable. Enfin, 2 derniers points que vous développez, il y a un écho avec ce que nous vivons aujourd'hui, puisqu'il y a des analogies contemporaines, des similitudes entre les événements de cette période et des dynamiques politiques contemporaines. Et puis vous concluez finalement par une très longue conclusion sur les responsabilités historiques. Alors, les irresponsables, finalement, que vous nous offrez, puisque c'est vraiment une offre, une analyse détaillée et critique des dynamiques politiques qui ont conduit à la montée du nazisme, tout en mettant en lumière les dangers de stratégies similaires dans un contexte contemporain. On va commencer, si vous le voulez bien, par des questions générales, et puis après on rentrera progressivement dans le livre. Alors, comment est né ce livre, d'abord ? Dans quel contexte et pourquoi ? Merci pour cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence. Je le dis dans l'introduction comme dans l'épilogue du livre, je rappelle tout simplement que toute histoire est contemporaine. C'est un lieu commun en épistémologie de l'histoire. Les historiennes et les historiens adressent au passé des questions qui sont celles du présent et qui sont situées dans la sociologie, la géographie et l'historicité, la psychologie également de l'historienne ou de l'historien. C'est une banalité de le rappeler, mais on ne faisait pas d'histoire du genre et d'histoire des femmes il y a encore 50 ans, et maintenant on en fait beaucoup. Idem pour l'histoire de l'environnement. Bref. De fait, l'interrogation du livre est née de ma préoccupation de citoyen, on va dire, et de citoyen du monde. Je lis la presse, je m'intéresse à l'organisation politique contemporaine. J'ai des enfants, donc je m'interroge un petit peu sur le monde dans lequel elles grandissent, etc. Et comme d'autres, je pense à mon collègue et ami Pierre Cernat, qui a renouvelé ses travaux d'habilitation à diriger les recherches, ses travaux sur le directoire, pour forger et approfondir plutôt la notion d'extrême centre au regard de ce qu'il se passait en France depuis 2017, c'est-à-dire des gens qui se prétendent centristes, bienveillants, amis du genre humain, etc., et dans la douceur, comme ils disent, tout en étant violents lorsqu'il s'agit de défendre certains intérêts et les leurs propres. Et de fait, ce qu'il se passait en France depuis quelques années me faisait surgir comme cela, à la volée, un peu des références à 1932, à l'année 1932, dont je parlais sans avoir vraiment retravaillé le dossier, dont je parlais dans mes cours, dont je parlais avec mes étudiants. Et le vote de la loi immigration en décembre 2023, vote macro-lepéniste, qui a permis cette synthèse, de manière spectaculaire, le parachèvement de cette synthèse que certains avaient identifiée depuis 2017, m'a fait constater que la dérive de l'extrême centre vers l'extrême droite, qui se produit toujours, était beaucoup plus rapide que ce que j'avais anticipé, que ce que je pensais. Et dès lors, j'ai voulu, pour préciser les choses, spécifier les termes, affiner les notions, reprendre ce travail d'histoire.
Et je précise d'ailleurs que les historiennes et les historiens font souvent cela, en fait, hein, détour par le passé pour mieux, encore une fois, préciser des notions, asseoir des connaissances, muscler une intelligence et être un petit peu plus précis dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils voient de leur monde. Et c'est parce qu'il y a de fait un aller-retour, toujours, hein, entre le passé et le présent. Le simple fait que l'on écrive à partir du présent sur le passé est déjà une comparaison implicite, tacite, hein, inavouée, mais qui existe. Eh bien, tout cela m'a amené dans l'épilogue à préciser les conditions épistémologiques, hein, de la comparaison en histoire et en sciences sociales en général, et ce raisonnement par analogie qui fait que, comme en mathématiques, lorsqu'on fait une règle de 3, hein, lorsqu'on dit que A sur B est égal à C sur D, on ne dit pas que A est égal à C. On dit que dans tel contexte, A est égal à C. Mais on ne pose pas une identité. On pose précisément une analogie. Et c'est ce que je défends dans cet épilogue, en citant d'ailleurs d'autres historiens qui le font très régulièrement. On pense à Gérard Noiriel, lorsqu'il rouvre le dossier d'Édouard Drummond dans ce livre qui s'appelle Le venin et la plume pour parler d'Éric Zemmour, ou lorsque Jules Isaac, le co-auteur des fameux manuels Ballet-Isaac, lorsqu'il est réfugié au Chambon-sur-Lignon en 1942, écrit un livre sur la fin de la démocratie athénienne, un livre qui s'appelle Les oligarques, et qui parle de la fin d'une démocratie sous l'effet d'une invasion étrangère. Évidemment, il parle de Vichy, mais de manière analogique, et il y a une préface de Pascal Horry tout à fait éclairante, hein, pour la réédition de ce livre en 1994, que j'ai reprise à mon compte et que je cite également dans cet épilogue. Comment tu as pu rendre opératoire, justement, vous avez pu rendre opératoire donc, ce concept d'extrême centrisme sur l'Allemagne des années 30 ? Alors, il m'a semblé que ce concept qui est donc forgé par Pierre Cernat dans ses travaux sur le directoire, hein, c'est-à-dire ce moment où on met fin à la Révolution française, c'est-à-dire des révolutionnaires qui ont décidé de jeter la gourme un peu de leur jeunesse un peu folle et décidé de se notabiliser par la rente, par les affaires, par l'embourgeoisement, qui ont bien flairé qu'il y avait des opportunités de faire des millions, hein, entre les fournitures aux armées, puisque la guerre a éclaté en 1792, et la spéculation sur les biens du clergé, les assignats. Il faut, pour la prospérité des affaires, assurer une sécurité juridique qui est assurée par l'élimination de ce qu'ils appellent les extrêmes déjà. Hein. Ce vocabulaire apparaît à ce moment-là, montre Pierre Cernat. Et tout cela se poursuit dans le long terme de l'histoire politique française jusqu'à nos jours, où on voit qu'un centre qui se prétend à équidistance des extrêmes, et donc modéré, un peu barycentrique comme cela, en équilibre par rapport aux méchants, de droite comme de gauche, est en fait lui-même extrémiste puisque, encore une fois, dès qu'il s'agit de défendre l'extrême centralisation et l'extrême concentration du pouvoir, la violence est extrême. Pierre Cernat rappelle que, de fait, leur factotum à l'époque, qui s'appelait le général Napoléon Bonaparte, fait tirer dans les rues de Paris sur les manifestants au canon. Au canon. Donc c'est ça l'extrême centre. Hein. Bon, là, on a remplacé les canons par les LBD, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il me semblait que ce concept-là était tout à fait opératoire pour désigner ce qu'il se passe en Allemagne en 1932, et que vous avez rappelé. C'est-à-dire que nous avons au pouvoir des libéraux autoritaires, et je reprends cette expression qui a été forgée de fait en Allemagne à l'automne 1932, par un juriste social-démocrate qui était professeur à l'université de Francfort, qui, voyant ce que faisait le gouvernement de Papen, cette politique de l'offre alliée à une conviction très antidémocratique, voyant ce que disait Carl Schmitt, qui était un peu le cerveau constitutionnel et pensant, hein, de von Papen, forge cette expression de libéralisme autoritaire pour bien montrer que le goût immodéré de l'entreprise privée, du profit et de l'argent, hanté sur le libéralisme économique, se marie très bien avec l'absence totale de libéralisme politique, c'est-à-dire avec la dictature. Bon, avec ce qui se passe depuis quelque temps, pas besoin de faire un dessin, je pense qu'on a compris. Mais je reprends donc cette expression-là pour montrer que, de fait, les gouvernants que vous avez cités, qui sont au pouvoir pendant l'année 1932, essentiellement le chancelier Franz von Papen, sont qualifiables, peuvent être désignés par cette expression d'extrême centre et de libéral autoritaire. Puisque de fait, leur idée, c'est que pour sortir de la crise, on va abandonner l'obsession austéritaire.
on va abandonner l'obsession de la dette. Subitement, on se dit, bon, finalement, la dette, peu importe, on peut creuser les déficits en dépensant massivement de l'argent, mais non pas pour le donner à la population, ça c'est hors de question, c'est ce que prône Keynes, par exemple, ce serait une politique de la demande, mais en donnant cet argent au patron. Donc vous avez une politique de l'offre, subventionner le patronat, lui accorder des crédits d'impôt, déréguler de manière brutale le droit du travail et le marché économique. Et cette politique de libéralisme qui fait l'objet de proclamations, d'ailleurs, je cite des textes tout à fait étonnants où on entend des discours de Papen ou de son ministre de l'Intérieur à l'automne 1932, et si on masque le nom et la date, je peux vous assurer que c'est à s'y méprendre sur des orateurs contemporains. J'ai fait le test avec mes étudiants, parfois, ils me répondaient qu'il s'agissait là de Gabriel Attal ou de Bruno Le Maire. Tellement l'argumentation était caricaturalement la même. C'était stupéfiant. Et donc tout cela s'accompagne d'une volonté de rigidifier le régime de Weimar, qui, depuis 1930, ne fonctionne plus de manière démocratique. La première irresponsabilité, au fond, elle remonte au printemps 1930, quand le président du Reich, von Hindenburg, et son entourage décident que respecter le résultat des élections peut s'avérer dangereux, parce que parfois la gauche gagne. Donc pour éviter que la gauche ne soit au gouvernement, ce qui est inacceptable à leurs yeux pour plein de raisons, il ne faut pas respecter le résultat des élections et gouverner par ordonnance d'exception. Article 48, alinéa 2 de la Constitution de 1919, les amateurs d'arithmétique et de droit constitutionnel auront reconnu à une unité, à une décibale près, quelque chose qui nous est plus familier. Et ce n'est pas un hasard, puisque je le montre longuement et dans le texte et dans l'épilogue. La Constitution du 4 octobre 1958 est directement dérivée de la torsion présidentialiste de la Constitution de Weimar à partir de mars 1930. Donc ils ont décidé de gouverner ainsi par ordonnance d'exception. Et le geste de von Papen, outre la politique de l'offre en 1932, c'est de dire, au lieu de publier des ordonnances présidentielles tous les 4 matins pour faire passer une nouvelle taxe sur les chewing-gums ou sur la bière, on va présidentialiser le régime et donner tous les pouvoirs au président. Ce dont certains en France, à partir de 1946 et 1958, se sont évidemment bien inspirés. Vous me tendez la perche parce que j'aimerais qu'on revienne assez brièvement sur la situation économique et sociale de l'Allemagne avant 1933 et quels étaient les principaux défis auxquels ce pays était confronté. Alors, on connaît cette situation, elle nous est répétée par les manuels, et à juste titre. L'Allemagne est le pays européen qui a été le plus rapidement frappé par la crise économique mondiale. On connaît la concaténation des enchaînements, si vous voulez, crise financière d'un capitalisme de casino, très proche de la crise des subprimes en réalité, qui se transmet évidemment à l'économie réelle, avec le retrait des crédits et le retrait des financements bancaires, ce qui suscite défaut de paiement, faillite, donc crise sociale, chômage. Bon. Sauf que, généralement, lorsque l'on parle de tout cela, on en vient à une vision un peu mécaniste des choses, quasi déterministe et assez naïve, qui consiste à dire crise financière entraîne crise économique, d'accord, qui entraîne crise sociale, c'est certain, dans le système capitaliste c'est très clair, qui entraîne crise politique, laquelle crise politique est en fait la montée des extrêmes, et en l'occurrence ici de l'extrême droite nazie. Sauf que, et tout ça est argumenté par, j'ai fait une revue, un peu une recension des manuels scolaires cet été, on a les vacances que l'on peut, mais ça me semblait important au moment où j'écrivais ce livre de voir concrètement ce qui était non pas ce qui était enseigné, parce que les professeurs s'émancipent heureusement et des programmes et des manuels, mais c'était tout de même un indicateur de ce que, entre le Conseil supérieur des programmes et les éditeurs, on estimait devoir être enseigné aux citoyens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en l'occurrence, sur la République de Weimar, vraiment pas grand-chose. Contrairement à il y a 20 ou 30 ans. Ce qui est d'ailleurs un fait intéressant, qu'on ne considère pas utile ou nécessaire de faire réfléchir les élèves d'aujourd'hui au fait, pas anodin au fond, qu'au cœur de l'Europe, au cœur du XXe siècle, une démocratie a été assassinée. On voit d'ailleurs aujourd'hui, avec ce qui se passe ici et là des deux parts de l'Atlantique, que ça peut être utile, ce genre de réflexion. Mais le peu que l'on souhaite susciter comme réflexion sont en gros des schémas.
où on remplit des cases de consécution, comme cela, et où on vous demande de commenter 2 graphiques, qui sont le graphique de progression du chômage, effectivement spectaculaire, hein, entre 1928 et 1932, parce qu'à l'été 32, on arrive quasiment à 15 millions de chômeurs, en comptant toutes les catégories et tous les non-inscrits. Et on vous fait superposer cette courbe avec la courbe de progression, elle aussi quasi logarithmique, des voix du parti nazi, qui culmine glorieusement à 2,5% en 1928, pour arriver à un maximum, et je précise bien, un maximum de 37,3% des voix le 31 juillet 1932. Or, l'échelle, et on sait bien quand on est historien ou géographe, hein, ou les deux, l'échelle est importante. L'échelle par année est trompeuse, parce que si vous resserrez la focale, si vous avez une échelle plus précise au cours de l'année 1932, si vous passez au mois, là, le paysage est tout à fait différent. Parce que les nazis, entre avril 32, qui sont second tour de l'élection présidentielle, où Hitler est battu par Hindenburg, et fin juillet 1932, élection législative, les nazis plafonnent en réalité. Ce qui est censé être leur immense victoire, je le commente hein, dans le livre, en citant notamment le journal de Goebbels qui accueille les résultats et qui accuse le coup en réalité. Goebbels note à propos de ces résultats, grande victoire nazie, supposément, à gerber, je cite, hein, c'est à gerber, zum Kotzen. Et il note, nous avons gagné une broutille. Et effectivement, entre le second tour de la présidentielle et en avril et fin juillet, les nazis ont gagné, au niveau du Reich, ils ont gagné 300 000 voix. Ce qui n'est pas grand-chose en comparaison de ce qu'ils ont gagné et de la dynamique de progression qui était la leur depuis 1928. Pire que cela, après l'été 32, ils décrochent. Pour plein de raisons, plein de facteurs. Disons qu'un électorat bourgeois qui avait quitté les partis de droite ou d'extrême droite traditionnels pour embrasser la cause nazie, finalement décide que les nazis ne sont pas le bon véhicule de leurs idées et se replient, et on voit des vases communicants tout à fait explicites, hein, notamment entre le NSDAP, le parti nazi, et le DNVP, le Parti national populaire allemand, qui est l'autre parti d'extrême droite. On rentre dans son lit et on retrouve son parti traditionnel. Donc les nazis, en réalité, s'effondrent littéralement à l'automne 1932. Autrement dit, vous avez parlé de poussée brune ou de marée brune. Précisément, ces termes-là que l'on entend généralement, qui sont des termes d'ailleurs qui ressortissent aux sciences naturelles et certainement pas aux sciences humaines. Hein. La marée, c'est de l'océanographie, c'est pas de l'histoire. La poussée, c'est de la géologie et de la tectonique, ce n'est pas des sciences sociales non plus. Hein. Donc j'insiste sur ces métaphores, hein, parce qu'elles veulent nous faire croire qu'il y a comme une nécessité naturelle d'un phénomène auquel on ne pourrait rien faire, contrairement au phénomène humain. Or moi, ce que je défends, c'est pas très original hein, pour un historien, c'est qu'on a affaire à un phénomène social, politique, humain, qui est caractérisé non pas par la nécessité et donc l'inéluctabilité. Les nazis devaient arriver au pouvoir, mécaniquement. Non, c'est tout le contraire. Puisque nous sommes dans un contexte humain où, pour le coup, tout est indéterminé, tout est fragile, et on peut identifier des acteurs sociaux, des acteurs politiques qui sont à la fois irresponsables dans leur dilettantisme, leur amateurisme et leur veulerie, mais parfaitement responsables et coupables de l'arrivée des nazis au pouvoir. Parce que c'est précisément au moment où les nazis décrochent complètement que, par une conception, on va dire, boursicoteuse, boursière, agioteuse de la politique, certains génies de l'extrême centre se sont dit que c'était le moment de faire alliance avec eux. Parce que, en perte de vitesse, ils seraient moins gourmands, ce qui est le cas, et cela permettrait de conclure une alliance entre la droite et l'extrême droite au niveau du Reich, sachant que ces gouvernements de coalition droite-extrême droite existent déjà en Allemagne. Lorsqu'on dit que les nazis arrivent au pouvoir en 1933, c'est faux, ils sont au pouvoir depuis 1930. Non pas au niveau du Reich, au niveau de l'État fédéral, mais au niveau des Länder. Je le rappelle, hein, l'Allemagne est un État fédéral, avec 18 États, 18 constitutions, 18 parlements, 18 cycles électoraux, 18 gouvernements. Et dans 3 de ces Länder, les nazis sont au pouvoir depuis décembre 1930, en coalition avec la droite, qui, alors nationale-conservatrice, libérale autoritaire, agrarienne, industrielle, peu importe, dans ses diverses nuances, mais donc les droites allemandes s'aperçoivent que on peut faire affaire avec les nazis, on peut gouverner avec eux, que ça se passe très bien, parce que ces gens-là sont finalement très raisonnables.
Ce sont de bons camarades, de bons compagnons. L'exemple archétypal, c'est le docteur Wilhelm Frick, docteur en droit, avocat, ministre de l'Intérieur de Thuringe, nazi, hein, ministre de l'Intérieur de Thuringe depuis décembre 1930, qui a prouvé à la belle société que un nazi savait parfaitement humer un cognac dans le creux de sa main, tenir une fourchette à poisson, jouer au bridge ou que sais-je encore. Puis ils sont bien habillés en plus. Ils sont très bien habillés par Hugo Boss, hein, qui est le tailleur de la SA et de la SS, hein, Stuttgart, depuis 1923. Mais donc on peut faire affaire avec les nazis. On le fait déjà dans 3 Länder, la Thuringe, l'Oldenburg et le Braunschweig, ce qui n'est pas anodin, puisque c'est précisément le ministre de l'Intérieur de Braunschweig qui naturalise Hitler en février 1932. Hein. Il était autrichien, Hitler. Il est naturalisé par le docteur Dietrich Klages, qui est ministre de l'Intérieur du Land de Brunswick. Je précise au passage, vous le voyez, que les nazis rassurent la droite parce qu'ils ne sont pas si gourmands que cela. Hein. Ils laissent volontiers l'économie et les finances à la droite. Ils ne réclament qu'une seule chose, qui est le ministère de l'Intérieur. Systématiquement. Dans les 3 Länder, c'est le cas. Ce sera le cas au niveau du Reich en janvier 1933, puisque le docteur Wilhelm Frick, que j'ai cité, devient ministre de l'Intérieur du Reich le 30 janvier 1933. Et je voulais revenir aussi sur la temporalité, parce qu'en fait, ça va très très vite, c'est en quelques mois que ça se décide. Puisque voilà, on passe d'une république démocratique qui sera transformée à partir du 28 mars 1930 en un régime très présidentiel, et puis à une dictature. Il se passe quoi, 30 mois ? Oui, alors sachant que la décision qui a été prise au printemps 1930, c'est de faire échec à la grande coalition. Les sociodémocrates sont au pouvoir, ils sont au gouvernement. Le chancelier est social-démocrate de 1928 à 1930. Bon, les sociodémocrates ne sont pas des gens très énervés, hein, mais quand même, ils arrivent à faire passer quelques petites mesures sociales qui déplaisent très fortement hein, à l'entourage présidentiel et au patronat allemand qui est rentré en guerre via le RDI, hein, qui est l'association patronale, le Reichsverband der Deutschen Industrie, qui est entré en guerre contre le gouvernement. Les ministres de droite, qui sont sous forte pression, démissionnent en mars 1930 et la décision est prise de nommer un chancelier qui n'aura pas le soutien du Parlement, puisqu'on décide d'en faire fi, et qui gouvernera sur le fondement d'ordonnances d'exception. Je le rappelle, hein, parce qu'en 1919, les constituants à Weimar, qui étaient de majorité centriste et social-démocrate, ont prévu un dispositif de pouvoir exceptionnel pour faire face à l'extraordinaire, pandémie, invasion du territoire, catastrophe naturelle, enfin bref, tout ce qu'on imagine ou révolution bolchevique, tout ce qu'on imagine par, évidemment, circonstances extraordinaires. Là, on décide, dans une interprétation très lato sensu, très lâche et généreuse de la Constitution, d'appliquer les pleins pouvoirs à l'ordinaire du gouvernement. La taxe sur la bière, le budgétaire, et non plus la catastrophe naturelle. C'est toujours d'ailleurs le charme et la poésie des articles constitutionnels qui définissent les pleins pouvoirs que de ne rien définir du tout. Hein. Puisque lorsque vous lisez l'article 16, c'est la même chose. C'est d'un vague total. En cas de circonstances exceptionnelles, le président du Reich ou de la République prendra toute mesure qui s'impose pour, etc., etc. Quelles sont les circonstances ? On ne sait pas. Quelles sont les mesures ? Ça, il verra. Vous voyez ? Donc là, Hindenburg s'engouffre dans la brèche avec son entourage pour, encore une fois, détourner. Ce n'est pas illégal ce qu'il fait, mais ce n'est certainement pas conforme à l'esprit de la Constitution et à la volonté des constituants telle que rendue par les débats de Weimar en 1919. Donc ça, on installe l'idée très dangereuse que voter ne sert à rien. Il me semble qu'il y a quelques mois, une décision souveraine du peuple français n'a pas été respectée. Bon courage maintenant pour motiver les gens à voter. Hein. Voyez l'afflux qu'il y a eu dans les urnes, à un moment où 25 sondages sur 27, je crois, prévoyaient la majorité absolue ou du moins une victoire pour le RN. Les citoyens ont fait obstacle à ça, par une mobilisation intéressante. On n'a pas tenu compte de ce résultat. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et ça commence comme ça en Allemagne, en l'occurrence au printemps 1930. Et pendant cette période-là, de 30 à 32, il y a une volonté de l'entourage présidentiel, et notamment du général von Schleicher, de faire l'union des droites, comme on dit déjà à l'époque. D'agréger donc les nazis au gouvernement.
en leur proposant des postes ministériels. Pourquoi pas l'intérieur, si ça leur fait plaisir. Bon, ça leur fait d'ailleurs toujours très plaisir. Mais les nazis refusent, puisque Hitler est maximaliste. Il veut bien des ministres nazis au gouvernement, mais il veut la direction du gouvernement. Pas forcément un gouvernement monocolore, hein, un gouvernement de coalition avec la droite, très bien, mais il veut la direction du gouvernement, et c'est ça qui est refusé de manière un peu obstinée, parfois un peu sénile, hein, par le président du Reich, qui, puisque tout dépend au fond de sa personnalité, de sa signature, donne libre cours à ses caprices et à ses humeurs. En réalité, la tête d'Hitler ne lui revient pas. Ça se ramène à ça. Et c'est assez intéressant de voir que les décisions qui sont prises, décisions fatales, hein, et pour l'Allemagne et pour l'Europe, voire pour le monde, se ramènent à des causalités parfaitement abracadabrantes, qui tiennent à l'humeur de l'un, aux intérêts patrimoniaux, fiscaux et familiaux de l'autre, généralement les mêmes en réalité, puisque, j'insiste là-dessus, évidemment j'ai rédigé cet ouvrage à l'été 2024, à un moment où on voyait tous les méfaits du présidentialisme, et où tout était suspendu à la lippe et au bon vouloir d'un seul individu, ce qui est délirant en contexte démocratique. Eh bien ça trouve sa source. Qui a fait durer le plaisir. Exactement, et ça trouve sa source précisément dans cette période où l'hyper-présidentialisation croissante du régime entraîne le népotisme, le favoritisme, la corruption intellectuelle, morale, et une médiocrité dont on n'a pas idée. Enfin, si, on en a idée, puisqu'on voit évidemment ce que ça donne. Mais quand vous voyez que les décisions majeures sont prises par un homme qui n'est plus dans sa grande agilité intellectuelle, et qui par ailleurs n'a jamais été particulièrement brillant, hein, le président Hindenburg, buté, têtu et pas très intelligent, ça peut rappeler également d'autres contextes, et qui est entouré de gens qui sont tous sauf des conseillers, puisque dans un système de courtisanerie en réalité, hein, ne restent autour du prince que les plus mauvais. Les bons s'en vont, bien entendu, parce qu'ils ont une colonne vertébrale, ils ont un cerveau, ils ont un honneur, ils ont des idées, ils ont une personnalité, donc ils ne supportent pas les caprices du prince. Donc ne subsistent autour d'Hindenburg que les plus mauvais. Et le parangon de cela, c'est son fils. Alors là, c'est vraiment tout un poème, ce garçon. Officier raté, d'une nullité intellectuelle confondante, qui a fait toute sa carrière dans le sillage de papa, qui laborieusement lui a agrafé ses galons de commandant, parce qu'il termine sa carrière commandant, mais finalement, comme il est happé par l'élection de son père, qui en fait son chef d'état-major particulier, son adjudant, il devient colonel, et les nazis en feront d'ailleurs un général. Et c'est lui qui a un rôle terrible, in fine, avec Papen. Oui, donc vous m'avez un petit peu devancé, donc je voulais que vous nous dressiez un portrait du maréchal président Hindenburg. Voilà qui est fait. Donc on va rentrer dans le livre par le prologue, où vous ressuscitez von Papen en 2019 pour une rencontre avec les responsables du CDU et Friedrich Merz. Et je voulais savoir pour quelle raison vous avez eu cette idée-là et pourquoi vous l'amenez justement à cette rencontre hypothétique, hein. Parce que ça s'est produit. Ça s'est produit en 2019. Franz von Papen a 140 ans. À cette date-là, il va voir effectivement Friedrich Merz, qui est chancelier désormais, et les dirigeants de la CDU. En réalité, sa pierre tombale a été subtilisée par un collectif politique qui a déposé la pierre tombale de Franz Josef Friedrich Hermann Maria von Papen, c'était son nom, devant le siège de la CDU pour dire attention, hein, l'union avec l'extrême droite, on a déjà fait, voyez ce que ça donne. Parce qu'en 2019, en Thuringe, à nouveau, la droite allemande a décidé, pour la première fois depuis 1945, de faire alliance avec l'AfD, avec l'extrême droite. L'AfD en Thuringe et en Saxe, c'est des nazis, hein. Ils s'en cachent même pas, hein, ils le disent. Bon. De faire alliance avec eux pour battre la gauche, hein, parce que ça se jouait à un cheveu. Et si on additionnait les voix des libéraux, de la CDU et de l'AfD, on obtenait 50,02%. Donc on a un président libéral, hein, issu du FDP, qui est élu en Thuringe grâce aux voix de l'extrême droite. Ça dure 3 jours parce que l'émoi est national et mondial en début 2020. Je ne sais pas ce qu'il en serait aujourd'hui.
Mais Friedrich Merz décide de faire démissionner, enfin de retirer le soutien de la CDU à ce libéral qui doit démissionner. Donc c'est la gauche qui, depuis lors, gouverne en Thuringe. Je rappelle cela également pour montrer que Weimar, c'est littéralement, comme Papen dans cette prosopopée, hein, puisqu'il parle en étant mort, Weimar, c'est littéralement un spectre, c'est un revenant. Weimar revient toujours, hanter non seulement la démocratie allemande, de Bonn puis de Berlin, mais également toutes les démocraties contemporaines, parce que la comparaison avec les années 30, le retour des circonstances de Weimar, de la fin de Weimar, tout cela évidemment revient, littéralement, c'est de l'ordre du revenant. Ce que je veux montrer par contre, et ce que je défends avec force, c'est que la manière dont on en parle d'habitude, quand on parle de retour des années 30, là encore, on a l'impression qu'il s'agit d'un retour de la marée, si vous voulez, phénomène naturel. Pas du tout. Moi, je préfère ce que Michael Fessel en dit quand il parle de récidive. Là, c'est autre chose. Le retour de la marée, phénomène naturel, on oublie. La récidive, là, c'est du vocabulaire juridique, voire judiciaire. Et ça identifie des acteurs, des responsabilités et des culpabilités. C'est ce qui s'est passé dans les années 30. On n'a pas eu du tout à faire un mouvement géologique, comme on l'a bien vu, hein. Les nazis sont en décrochage partout. Parce qu'au niveau du Reich, ils perdent 2 millions de voix entre juillet et novembre. Mais alors au niveau des scrutins cantonaux, municipaux, régionaux qui émaillent l'automne 1932, c'est des pertes de 10, 20, 30 et 40 points. Les élections municipales de Weimar, ville symbolique, s'il en est, où les nazis sont très très bien installés hein, dans les années 20, c'est une ville d'extrême droite, les élections municipales de Weimar sont un désastre pour les nazis. Et Goebbels achève d'en déprimer. Les nazis perdent 35 points en décembre 1932 à Weimar. C'est la catastrophe. L'hypothèse la plus plausible, mais pour tous les observateurs et tous les acteurs politiques, y compris les nazis eux-mêmes, Goebbels le dit clairement dans son journal, en privé, mais certainement pas en public, mais en privé, c'est fini. On a échoué, on n'y arrivera plus. On a raté le moment. On est en dégringolade partout. Cette dynamique qui nous portait, qui était une sorte d'ordalie permanente de la victoire, nous a abandonnés. Et désormais, le parti nazi, c'est terminé. Hein. Tout le monde le dit. Autrement dit, ce moment, si vous voulez, de la fin de la République de Weimar, la séquence 32-33, qu'on nous présente comme un paradigme granitique de la fatalité en histoire et en politique, c'est leur tour, ils devaient gagner, c'était inévitable, inéluctable, etc. On se rend compte que ce paradigme, c'est en réalité l'inverse. Et que cette période-là est un terrain de jeu fabuleux pour les historiens qui élaborent des hypothèses contrefactuelles, contre la factualité de ce qui s'est passé, et qui étaient éminemment contingents, fragiles et incertains, que le 30 janvier au matin, on ne sait toujours pas si on va pouvoir constituer le gouvernement et si Hitler va être accepté comme chancelier par les uns et les autres. Hein. 30 janvier au matin. Donc vous voyez bien que la logique marmoréenne qu'on nous présente habituellement est ultra fausse. De fait, et je cite mes collègues allemands qui développent ces hypothèses contrefactuelles, le scénario le plus plausible à partir de décembre 1932, c'est un éclatement généralisé du parti nazi, une disparition d'Hitler de la scène politique nationale, et un gouvernement von Schleicher qui mène une politique sociale qui, qui obtient le soutien sans participation du SPD. Après tout, le SPD a soutenu Brüning pour dévaster l'État social, donc le SPD peut bien soutenir un autre chancelier de droite pour faire une politique sociale, et une partie du parti nazi qui aurait scissionné et qui l'aurait rejoint. Le scénario le plus plausible, c'est qu'il va y avoir une dissolution du Reichstag en février 1933, qu'on va reporter les élections, alors certes, en violant un peu la Constitution, l'article 25, qui dispose que les élections doivent avoir lieu dans les 60 jours à compter la dissolution, mais enfin, c'est assez bénin par rapport à tout ce qu'on fait depuis mars 1930, et des élections au Reichstag d'ici 6 mois, 1 an, quand la conjoncture se sera restabilisée, et que les gens voteront bourgeois, comme ils étaient accoutumés à le faire, ou pieusement social-démocrates. Voilà. Donc c'est vraiment ce scénario-là qui est travaillé et qui s'impose dans les hypothèses contrefactuelles comme dans les hypothèses des contemporains eux-mêmes. Autrement dit, ce moment-là,
qu'on cite toujours comme étant, je vous le disais, le paradigme de la fatalité en histoire, et tout le contraire, de la même manière que tout ce que l'on dit sur l'arrivée des nazis au pouvoir, alors l'inéluctabilité, non, la prise de pouvoir, comme disaient les nazis, non plus, ça c'est eux qui ont fantasmé, ils ont créé une espèce de geste épique, héroïque, comme s'ils avaient pris d'assaut une citadelle. Ils n'ont pas pris le pouvoir, on leur a donné, mais donné sur un plateau, si vous voulez. Et par ailleurs, les autres discours un peu chafouins qui circulent sur l'arrivée des nazis au pouvoir et qu'on entend dans les bavassages de plateaux télé à peu près tous les jours, c'est ils ont gagné démocratiquement. Jamais. Jamais. Au niveau du Reich. Dans les Länder, oui, dans certains Länder. Mais au niveau du Reich, jamais. Et donc ça, c'est absurde. Le plus haut, c'est 37%. Ces 37%, ils ne feront jamais mieux dans les circonstances démocratiques. Puisque dès novembre 32, ils tombent à 33, ce qui est encore beaucoup, mais la dynamique est catastrophique. Quand vous perdez 4 points en 3 mois, il y a du souci à se faire, surtout quand c'est confirmé par tous les scrutins locaux, avec les proportions que j'ai dites. Et dernière absurdité qu'on entend de la part de nos piliers de plateau, comme il y a des piliers de comptoir d'ailleurs, c'est Hitler a été élu. Jamais. Jamais. Il n'a jamais été élu à aucun mandat. Et par ailleurs, c'est absurde, puisque, le chancelier n'est jamais élu, il est nommé. Refaites un peu de droit constitutionnel. Et 2, de toute manière, depuis mars 1930, on ne tient plus compte du résultat des élections. Alors, petite hypothèse contrefactuelle qu'on peut faire, c'est août 1932, quand les nazis sont au sommet, la logique parlementaire, c'est on appelle M. Hitler à former le gouvernement. Mais que peut faire M. Hitler avec 37%? Il doit faire une coalition. Or, à ce moment-là, le Zentrum, qui est le seul parti catholique du centre, qui a bien dérivé vers la droite, le Zentrum ne veut pas faire alliance avec les nazis. Il le fera plus tard, mais à ce moment-là, il ne le fait pas. Donc si Hitler est nommé chancelier, très bien, il fait son gouvernement, il va au Parlement et il est renversé. Donc l'idée de l'inéluctabilité démocratique ne tient pas une seconde. Donc j'avais prévu beaucoup de questions, donc je vais essayer de les contracter pour rester dans les temps. Et on va commencer par ces portraits que tu dresses au fil, donc Hindenburg, on va pas revenir dessus. J'aimerais qu'on revienne par contre sur Brüning et donc ces politiques économiques qui mènent, et notamment cette politique de déflation, avec quels résultats pour l'Allemagne. Et bon, j'ai marqué, je suis désolé, j'ai marqué article 49.3, c'est 48.2. Désolé. Bon, ce qui veut dire que j'étais bien dans le livre. Et là aussi, donc, comment l'article a été utilisé de façon abusive comme ça, et de façon successive, et à la fois par Brüning et puis par von Papen finalement. Oui, ça, je pense qu'on l'a déjà exposé. Et en réalité, il s'agit d'une confiscation de la démocratie. On ne respecte plus la logique parlementaire du régime, qui fonctionnait bien. Là aussi, ce qu'on nous dit sur Weimar est faux. On parle d'une république faible, agonisante. Pas du tout. Regardez ce à quoi la république de Weimar a survécu. Citez-moi un régime, démocratique ou pas, qui a survécu à quelque chose comme le traité de Versailles, qui est une infamie, vraiment. Là, il n'y a pas que l'extrême droite allemande qui le dit, tout le monde le dit, et à juste titre. Et d'ailleurs, les Alliés en ont conçu une telle mauvaise conscience que Hitler a pu dérouler pendant les années 30. Ça, on savait qu'on avait mal agi, pour plein de raisons. Je ne développe pas, je l'ai fait dans d'autres travaux. Une république qui aurait survécu à ça, à l'hyperinflation, c'est-à-dire à la disparition de sa monnaie, qui aurait survécu à une vague d'assassinats politiques inédite dans l'Occident européen, qui aurait survécu à l'occupation de la Ruhr, à une occupation étrangère. Pour une république faible, fragile et mornée, elle est plutôt costaud, moi je trouve. Et en réalité, ça se passe bien. Vous avez des expérimentations démocratiques qui sont encore la matrice de ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. Vous avez des alternances, vous avez des scrutins qui se tiennent à échéance régulière. Vous avez parfois un usage des pouvoirs exceptionnels par le président social-démocrate Ebert, pour de bonnes raisons, pour le coup, justifiables constitutionnellement. Vous avez des grandes coalitions, c'est-à-dire des partis de droite et de gauche qui s'allient, qui trouvent des terrains d'entente. C'est le cas en 1923 avec Gustav Stresemann, c'est le cas entre 1928 et 1930 avec donc Hermann Müller. Donc cette République fonctionne bien, elle est forte. Et la Constitution permet une adaptation avec le fédéralisme, avec le Reichsrat, avec les différentes modalités constitutionnelles d'action politique. La République s'adapte bien.
on l'a assassiné, mais sans raison. Enfin, sans raison, c'était des intérêts bien compris. Hein. Il s'agissait de ne plus respecter le vœu des citoyens et le résultat du suffrage. Parce que dans ce contexte-là, aux élections législatives de 1928, le SPD, le Parti social-démocrate, obtient son meilleur résultat de son histoire. Hein, plus de 30% des voix. Donc il rentre au gouvernement et c'est le chancelier social-démocrate qui dirige un gouvernement de grande coalition. Et ça reste, mais littéralement, physiquement, au travers de la gorge d'un Hindenburg qui veut bien respecter la Constitution, si et seulement si la droite gagne. Sinon, il faut discuter et ça joue pas. C'est vraiment de cet ordre-là. Hein. Et par ailleurs, pour un Hindenburg qui est déjà un vieillard, les sociodémocrates, c'est des marxistes. Le pauvre Hermann Müller, si on lui avait dit qu'il était marxiste aux yeux de quelqu'un, il en aurait été surpris. Parce que c'est une social-démocratie très tempérée, très 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 centriste, qui ferait passer le PS actuel pour presque de gauche, si vous voulez. La social-démocratie allemande à cette époque, c'est très gentil. Mais pour Hindenburg, ça reste ce que l'on en disait avant 1914, sous l'Empire, qui est son véritable lieu de socialisation, c'est des traîtres à la patrie, c'est ce qu'on appelle des Vaterlandslose Gesellen, c'est-à-dire des apatrides. Hein. Ce sont des déserteurs, ce qui est faux d'ailleurs, et c'est un peu l'équivalent de Daesh hein, dans son imaginaire. Donc, il a d'ailleurs mis 3 semaines en 1928, 3 semaines à nommer Hermann Müller chancelier, alors que c'était fait dans la demi-heure normalement. Et il ne l'a même pas reçu. C'est vous dire le degré d'hostilité. Et tout ça, ça rentre en synergie avec des lobbies très puissants qui forment la sociabilité du président Hindenburg, le patronat allemand, évidemment, une politique sociale, c'est non, hein, le patronat allemand qui a offert une propriété au maréchal, le président, bon, genre mélange des gens, conflit d'intérêts, on atteint un niveau muskien, si vous voulez, déjà à cette époque. Les grands agrariens, le Reichslandbund, qui est l'équivalent de la FNSEA, qui est vent debout contre la gauche, et qui adopte le parti des nazis dès le début des années 30, dès 1930. La haute fonction publique qui, toute ourlée de doctorat en droit, est assez peu favorable à la gauche, et l'armée, bien entendu. Voilà. Et c'est ce monde-là qui est résumé dans un tout petit monde autour d'Hindenburg, qu'on appelle la Camarilla, la petite chambre, le cabinet présidentiel, où vous avez son fils, son secrétaire général de la présidence, ses amis militaires, ses amis... mais c'est vraiment de la sociabilité amicale, hein, ses amis grands propriétaires terriens, comme lui, qui lui disent « il faut en finir ». Et tu as les moyens d'en finir avec quelque chose qui est de l'ordre de l'arme militaire, l'article 48 alinéa 2. Et ce qui est terrible, c'est que des observateurs avisés de ce qui s'est passé en Allemagne à cette époque-là, entre 30 et 32, comme le professeur de droit René Capitan, professeur de droit à Strasbourg, l'université de Strasbourg, voient ce qui se passe, voient comment le président a pris le pouvoir, enfin le président et son entourage, avec les pouvoirs d'exception, et décide que ce serait une formidable idée que de transposer ça à la France. Il le dit dans un article de 1932 sur le rôle politique du président du Reich en disant que c'est très bien. Et par ailleurs, c'est un grand lecteur de Carl Schmitt. René Capitan, qui sera résistant, opposé au nazisme et résistant, deviendra le cerveau constitutionnel du général de Gaulle. C'est lui qui fait le discours de Bayeux, c'est lui qui fait, avec d'autres, la Constitution du 4 octobre 1958. Ce monde-là, c'est le nôtre, hein, mais en dérivation directe. Et les abondants travaux des historiens du droit et du droit public le montrent très bien. Et donc Brüning chute sur un projet de réforme agraire. C'est ça. Brüning mène une politique pendant 2 ans qui est une politique de droite classique, hein, une politique de diafoirus de l'économie. Il s'agit de saigner le malade jusqu'à ce qu'il meure. Donc vous avez une crise économique, vous avez du chômage, bah tiens, excellente idée, on va faire de la déflation, on va faire de l'austérité. Donc on ferme les services publics, formidable idée, on baisse le traitement des fonctionnaires, on baisse le traitement, je sépare de fonctionnaires également, on baisse également les prestations sociales, ça aggrave la crise, c'est une catastrophe. Donc Brüning est lâché par l'industrie et les agrariens. Il est remplacé par Franz von Papen début juin 1932 et il chute sur cet élément ultime que, in fine, il se dit que pour résoudre la crise sociale, ce serait bien de faire une réforme agraire. C'est-à-dire qu'on a d'immenses territoires possédés par quelques propriétaires terriens à l'est de l'Elbe, en Prusse orientale, qui sont des gouffres financiers puisque
bizarrement, Hindenburg est élu en 25, et à partir de 26, vous avez une soixantaine de textes réglementaires et législatifs qui donnent des subventions massives aux grands propriétaires terriens de l'Est. Tiens donc, une petite concomitance assez curieuse. Le lobby des agrariens ne veut pas toucher, évidemment, à cette manne-là, ne veut pas toucher que l'on touche à sa terre. Et donc l'idée d'une réforme agraire, c'est pour eux du bolchevisme. C'est Lénine, Brüning est devenu fou, en fait. Donc, il est écarté. Le problème, c'est que quelqu'un d'autre reprendra cette idée-là. C'est le général von Schleicher qui est chancelier en décembre 32 et janvier 33. Et lui aussi, il va être vidé à cause de cette idée-là. On ne touche pas à la propriété agricole. Alors que Schleicher avait une excellente argumentation, comme Brüning. Faire une réforme agraire, c'est éviter la gabegie vraiment concussionnaire, hein, de transfert de financement de l'État vers ces grands propriétaires terriens qui n'en font rien. Deuxièmement, c'est vider les villes de ces chômeurs et les envoyer se faire pendre ailleurs. Leur permettre de se nourrir en autoproduction. Et par ailleurs, donc éviter le risque révolutionnaire. Et enfin, dans une perspective ethno-nationaliste, armer démographiquement, déjà à l'époque, armer démographiquement ce qu'en Allemagne on appelle les marches de l'Est, c'est-à-dire ces vastes zones qui, de Berlin à la Baltique et à la Prusse orientale, sont des zones tampons depuis le Moyen-Âge, hein, avec la vaste steppe asiatique et désormais judéo-bolchevique. Donc vous installez des colons, puisqu'on parle de colonisation, hein, vous installez des colons de chômeurs, des colonies de chômeurs là-bas, pour stabiliser démographiquement et faire un mur humain. Et c'est dans ces termes-là que c'est formulé vis-à-vis de l'URSS. Et malgré ces excellents arguments, de tout point de vue, d'un point de vue ultranationaliste, militaire, démographique, social, etc., elle a tout pour plaire, cette réforme agraire. Mais non, on ne touche pas, parce que le président Hindenburg, il tient comme la prunelle de ses yeux, et je le montre, c'est assez stupéfiant. Vous avez un congrès le 11 janvier 1933, vous avez une assemblée générale du Reichslandbund, l'association du Reich pour la propriété agraire, à Berlin. Ils sont inquiets parce qu'ils ont entendu que Schleicher reprenait cette idée de réforme agraire. Ils exigent un rendez-vous avec le président du Reich. Ils l'obtiennent dans la demi-heure. Vous vous rendez compte de la puissance et de la fluidité des canaux d'accès au pouvoir exécutif? Impossible, ça, d'avoir un rendez-vous avec le président du Reich dans la demi-heure. Mais pour eux, c'est le cas. Alors justement, j'aimerais revenir sur von Papen, pardon, et pour cela, j'aimerais convoquer Goebbels. Nous sommes le 22 juillet 1932, et il nous dit « Nous sommes nombreux à avoir peur que ce gouvernement en fasse tant qu'il ne nous reste plus rien à faire. » C'est-à-dire la stratégie de von Papen, c'est d'agréger les nazis à son gouvernement, de les faire venir. Comme ils ne veulent pas, c'est de reprendre la rhétorique, les thèmes, les termes et les idées de ce mouvement nazi pour l'assécher et pour canaliser un électorat qui a fui la droite bourgeoise, c'est le terme qui est utilisé à l'époque, hein, droite bourgeoise, centre-bourgeois, qui est parti vers les nazis, de les redomestiquer. Stratégie d'appropriation du vocabulaire extrême droite qui est toujours une très mauvaise idée. Hein. Le moment 1932 le montre, parce que le pauvre von Papen, qui trouve ça génial de parler de submersion migratoire, hein, ou peu s'en faut à l'époque, chute dans le paysage électoral, puisque entre les élections législatives, où d'ailleurs il fait de juillet 32, où il fait un score lamentable, 15%, alors qu'on avait une droite bourgeoise à plus de 40% en 1928, 15. Dissolution parce qu'on n'est pas content, 10%. Donc c'est vraiment l'effondrement. Mais Goebbels, qui est littéraire, hein, il a un doctorat en littérature, est très inquiet parce qu'il note à un autre moment que quand il écoute les discours de Papen à la radio, il dit « Je trouve nos idées de A à Z ». Et pire que ça, outre le langage, ils font des choses que nous ferions nous-mêmes. En l'occurrence, cette haine de la gauche, mais qui est viscérale, hein, ils ne peuvent pas s'en empêcher, conduit le gouvernement du Reich, le 20 juillet 1932, à déposer le gouvernement de Prusse,
qui est le plus puissant gouvernement du Reich, puisque la Prusse, c'est l'État le plus important d'Allemagne. C'est le fameux coup de Prusse. C'est le fameux coup de Prusse. La Prusse représente 2/3 du territoire du Reich et 2/3 de la population. Pour vous donner une ordre d'idée, le numéro 2 dans les Länder, c'est la Bavière, c'est 10%. Vous voyez, entre les 2/3 et 10%, il y a comme un petit delta. Hein. Donc la Prusse est important, et c'est d'autant plus insupportable que la capitale de la Prusse, c'est Berlin, comme la capitale du Reich. Et par ailleurs, le gouvernement prussien est tenu par les sociodémocrates quasiment sans interruption depuis 1919. Pour un Papen, pour un Hindenburg, pour le cabinet des barons, puisque le gouvernement Papen nommé en juin 1932 est une caricature sociologique. On a pu parler de gouvernement hors sol, déconnecté, de gouvernement de millionnaires. Là, c'est le cas. On a une sociologie du pouvoir qui ne ressemble plus du tout à la sociologie du pays, alors que depuis 1919, avec les sociodémocrates, et depuis la révolution de 18-19, de fait, il y avait des gens issus des petites classes moyennes, du milieu ouvrier, qui arrivaient à des positions de pouvoir. Là, avec le gouvernement de Papen, c'est grotesque, si vous voulez. Hein. Ce gouvernement-là décide de déposer le gouvernement de Prusse par une ordonnance de l'article 48 alinéa 1, cette fois-ci, la Constitution de 1919, qui dispose que, en cas de problème dans un land, le président du Reich prend toute mesure, etc., etc. Flou total, mais brèche constitutionnelle dans laquelle on s'engouffre. On proclame l'état de siège, la loi martiale à Berlin. Bon, ça dure 2 jours parce qu'il n'y a aucune réaction de la gauche. Hein. Les sociodémocrates qui sont au pouvoir, qui sont littéralement chassés de leur bureau, sont tétanisés, sont sans aucune réaction. Alors qu'en 1920, quand il y avait eu au printemps 1920 un putsch militaire, le putsch Kapp-Ludwitz, il y avait une grève générale à Berlin qui avait fait échouer le putsch d'extrême droite dans la semaine. Et là, on décide de ne pas recommencer ça, ce qui fait pavoiser Goebbels. Hein. Goebbels note dans son journal les rouges ont raté leur coche. Les rouges, c'est-à-dire les sociodémocrates, ont raté leur moment. Il ne reviendra jamais. Ce moment-là ne reviendra jamais. Des choses à méditer. Et justement, von Papen, d'un point de vue économique, il est pour la politique de l'offre. Donc ça fait aussi analogie avec aujourd'hui. Quel résultat, cette politique de l'offre, pour l'Allemagne ? Alors, les résultats ne sont pas décelables dans la mesure où Papen reste trop peu longtemps. 6 mois. Ce qui est certain, c'est que la politique austéritaire, donc de déflation, que mènent toutes les droites partout, hein, les républicains aux États-Unis avec Hoover, les conservateurs britanniques, Pierre Laval en France en 1931, tout le monde fait de la déflation et c'est une catastrophe partout. Au nom du mantra ou du totem de la stabilité budgétaire, de l'équilibre et donc de l'absence de dette, on détruit tout. Vraiment, c'est des diaphores russes. Hein. Donc là, on change effectivement de philosophie de politique économique en décidant de rouvrir les vannes de la dépense publique, mais au profit du patronat. Le tout étant couplé par un dispositif de déconstruction juridique du droit du travail. Politique de l'offre, paradigmatique, hein, presque caricaturale. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que ça conduit aux méditations de Hermann Heller, qui parle de libéralisme autoritaire, c'est qu'on a des gens qui se proclament amis de l'entreprise, amis des entrepreneurs, amis du risque que prennent les entrepreneurs, amis du profit, de l'économie libre de marché. On a des tartines entières de discours, de livres programmatiques sur cette question-là, à telle enseigne que la droite au pouvoir à ce moment-là se pose des questions philosophiques sur sa propre identité. J'ai lu un passage étonnant dans un livre programmatique où Papen et son principal conseiller se demandent « Mais sommes-nous encore des conservateurs ? Nous qui parlons de pognon matin, midi et soir, nous qui aimons l'entreprise, l'économie libre de marché, sommes-nous encore conservateurs ? Oui, disent-ils, car la liberté, voyez-vous, est une valeur conservatrice. » Une espèce de petite pirouette jésuitique, on est à Clermont-Ferrand après tout, pour retomber sur ses pattes et dire que oui, on est quand même la droite traditionnelle, même si on aime le pognon, en fait. Donc il y a vraiment un petit débat, si vous voulez, Versailles-Neuilly, hein, déjà, dans cette droite-là qui bouge, parce que on est aristocrate, on est militaire, on aime l'Allemagne traditionnelle, mais on aime tellement l'argent. Qui est-on ? Voilà. Et pour assurer le profit maximum, et c'est ça qui avait
qui m'avait troublé à la lecture et qui a troublé mes étudiants lorsque je leur ai donné des textes dont les sources et les auteurs et les dates étaient masquées. Parce qu'on a des phrases comme, alors ce que je viens de vous citer, mais aussi on nous accuse d'être le gouvernement des riches, mais c'est pas vrai. On nous accuse, parce que la meilleure politique sociale, c'est la politique de l'emploi, SIC. On nous accuse de donner des milliards aux entreprises, mais textuellement, c'est très troublant, si vous voulez. Et tout ça, ça s'accompagne de la volonté, mais féroce, de créer un espace de sécurité juridique et de stabilité politique pour la libre entreprise. Les élections tous les 4 matins, le fractionnement politique, non. Et pour résorber tout cela, on développe, mais depuis un moment déjà, une mystique présidentielle dont nous avons hérité, puisque contre le régime des partis, expression qui a beaucoup servi en France et qui existe à cette époque, Parteiregiment, contre le régime des partis, qui est le domaine de l'instabilité, du fractionnement, du désaccord, on exauce la figure du président du Reich comme garant de la pérennité, de la stabilité, de la totalité, de l'unité du peuple allemand. Ça, c'est dans Carl Schmitt, dès 1928. Verfassungslehre, la doctrine de la Constitution. Ça passe dans les discours de von Papen et de son ministre de l'Intérieur en 1932, et ça passe chez nous ensuite, via René Capitan. Donc toute la mystique gaullienne de la clé de voûte des institutions, au-dessus des partis, blablabla, qui consiste à donner des pouvoirs exorbitants, et il y a des gens très modérés qui le disent, des pouvoirs exorbitants à un seul homme, avec des pouvoirs propres. Encore, sous la République de Weimar, c'était des pouvoirs partagés, parce qu'il y avait une contre-signature, il y avait un contre-seing. Le président peut dissoudre, mais c'est contresigné par le chancelier, le ministre de l'Intérieur, etc. Le président peut activer les pleins pouvoirs, mais c'est contresigné par, etc., etc. Là, regardez, depuis 1958, l'article 12, l'article 16, c'est open bar. Vous n'avez pas de contre-seing. Ce sont des pouvoirs propres du président. Mais quelle folie! Quelle folie! Parce que quand on a vu ce que ça a donné à cette époque-là, il faut quand même être prudent vis-à-vis de ça. Sauf que le Paris de 1958... Et Dieu sait qu'il y en a eu des paris. Il y en a eu un en janvier 1933 qui n'a pas été couronné de succès. Mais en 1958, on fait le pari que mon général, incarnant la légitimité historique, parce qu'il est le sauveur de la France, et parce que, etc. Et d'ailleurs, de fait, il a peu abusé de ses pouvoirs, c'est vrai. Mon général assurera le bon emploi de ses pouvoirs délirants. Le pouvoir du président de la République en France est supérieur, et de loin, au pouvoir du président des États-Unis quand même, en contexte national. Et tout ça, ça vient de là. C'est fou. J'aimerais qu'on revienne sur un autre personnage, Alfred Hugenberg, et le rôle des médias. Rapidement, puisque voilà, il a quand même utilisé son empire médiatique pour influencer l'opinion publique allemande. Alors, Alfred Hugenberg, c'est l'histoire d'un milliardaire qui investit dans les médias pour promouvoir un discours d'extrême droite. Voilà. Effectivement, quand j'ai terminé ce livre et que j'ai écrit l'épilogue, j'ai listé sur plusieurs pages les parallèles assez étonnants avec des situations contemporaines. Et parmi ces parallèles, et comme analogie et comme équivalent fonctionnel entre hier et aujourd'hui, on trouve effectivement un Hugenberg qui est littéralement, évidemment, vous l'avez reconnu, le Bolloré ou le Sterrin de l'époque. C'est quelqu'un qui vient... Alors, il est beaucoup plus intéressant d'ailleurs que Bolloré, Murdoch et Berlusconi réunis, parce que il a fait une thèse de doctorat sur la colonisation agricole dans les terres polonaises d'Allemagne. Il a été un haut fonctionnaire de la colonisation intérieure. Il a été banquier à la tête des réseaux Raiffeisen de coopératives agricoles. Ensuite, il est passé à l'industrie lourde chez Krupp. Il était président du directeur de Krupp. Et pendant la guerre, il milite d'ailleurs pour des buts de guerre étendus. Il crée un comité qui s'appelle Freie Ukraine, Ukraine libre, qui visait évidemment à annexer l'Ukraine au Reich, ou du moins sous la forme d'un protectorat. C'est une vieille histoire, comme vous le voyez. Et après la guerre, il se dit que les canons Krupp, c'est bien, mais les journaux, c'est beaucoup mieux. Et donc, il se consacre à la construction d'un concern, c'est-à-dire d'un gigantesque groupe d'intégration verticale et horizontale, très bien pensé, très fortement capitalistique, parce que c'est un homme qui aime l'argent et qui veut gagner de l'argent, et qui, en même temps, déjà, souhaite que
la ligne des journaux allemands et de la presse allemande soit influencée par sa ligne à lui. Il possède une grosse vingtaine de titres en propre, hein, de journaux très diffusés, de magazines. Il possède 2 compagnies cinématographiques, puisqu'il rachète l'UFA, qui est la grande compagnie de cinéma allemand. Tous les films allemands de l'époque, c'est l'UFA. Hein. Et il possède également la Deutlich, qui produit les actualités cinématographiques qu'on diffuse en première partie de programme. Donc le journal télévisé de l'époque. Hein. Et il a créé un système d'abonnement qui permet à des journaux qui contractent, hein, et qui contractualisent plutôt, et qui abondent à cette agence, d'obtenir tous les jours des rubriques pré-rédigées. Les éditos, les titres, la rubrique sport, société, enfin peu importe. Vous pouvez vous faire livrer de la presse déjà préconstituée. Et ce sont 1600 journaux allemands qui émargent au système Hugenberg. Donc non seulement il gagne un argent fou avec ça, mais en plus il influe la ligne de toute l'opinion publique allemande, parce que 1600 journaux, ça commence à beaucoup compter. Et cette ligne-là, c'est une ligne extrême droite. Il prend lui-même la tête du DNVP que j'ai cité tout à l'heure, hein, l'autre parti de l'extrême droite allemande, dont il devient le chef en 1928. Il est très favorable aux nazis parce que le DNVP a le même discours que les nazis sur à peu près tout. Il travaille lui aussi à l'Union des droites. Hein, il offre des tribunes, des événements, des alliances au parti nazi, et il contribue il fait partie de tous ceux qui contribuent à rendre les nazis salonfähig, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire fréquentables dans la meilleure société et envisageables comme option politique. Et c'est quelqu'un qui va obtenir la récompense de tout ça en devenant le ministre de l'économie et de l'agriculture du gouvernement Hitler-Papen, le 30 janvier 1933. Il devient Superminister, hein, c'est le mot qu'on emploie à l'époque, puisqu'il a un portefeuille très étendu, il est très puissant, sauf que il connaît le sort, alors plus modéré que d'autres, hein, mais il connaît le sort de tous ceux qui ont été les palefreniers au fond des nazis et qui leur ont mis le pied à l'étrier, qui les ont mis en selle, puisque au bout de quelques mois, Hugenberg perd son poste de ministre et perd également tout son empire médiatique, qu'il doit céder vite et à prix d'amis à un nouveau ministre qui a été nommé tardivement, hein, le 11 mars 1933, le docteur Goebbels, ministre de la propagande et de l'information. Et encore, Hugenberg, lui, s'en sort, puisque, bon, il perd son empire et son ministère, mais il ne perd pas la vie. Hein. Alors que, lorsque vous voyez le sort de tous ceux qui ont été les idiots utiles des nazis, Franz von Papen en étant la caricature, peu ont prospéré. Et c'est faible que de le dire. Hein. Peu ont prospéré, parce que si on fait un bilan 1 an et demi plus tard, au moment de l'été 1934, ils ont tous soit une muselière, mais bien placée sur le groin, soit littéralement une balle dans la tête. Franz von Papen, vice-chancelier du Reich, qui a mis les nazis au pouvoir, qui les a installés, passe à ça d'une balle dans la tête, vraiment. Hein. Il est protégé par Göring, qui l'assigne à résidence au moment de la nuit dans le couteau, mais ses 2 plus proches conseillers sont... alors, il y en a un qui est criblé de balles dans son bureau par un petit commando de la police dans son bureau de la vice-chancellerie, et l'autre, Edgar Jung, qui était le cerveau de la bande, dont on n'a toujours pas retrouvé le corps, hein, aujourd'hui. Donc, le pari de ces élites patrimoniales totalement, pétries d'amateurisme, d'infatuation, de désinvolture, de bêtise, d'inculture, d'irresponsabilité. Le pari de ces gens-là, c'était que les nazis étaient employables à merci, que c'était pas très sérieux, et qu'on allait utiliser leur force, leur réseau militant, leur SA, à son propre profit. Et que, certes, les nazis étaient violents, mais la violence nazie, ça se dirige vers les communistes, vers les socialistes, vers les syndicalistes. Et ça ne pose aucun problème à un von Papen. Donc le pari de la droite, c'est toujours de dire que la violence de l'extrême droite ne se retournera jamais contre vous. Parce que vous êtes bien né, vous êtes blanc, vous êtes plus ou moins diplômé, et vous savez vous tenir à table. Sauf que ce n'est pas le cas. La violence de la réplique nazie contre ces gens-là a abouti à des dizaines de morts au moment de la nuit des longs couteaux. Et le sort de von Papen, que j'ai un petit peu développé dans une double page du Monde diplomatique dans l'édition de ce mois-ci, parce que je voulais faire le bilan de ce succès-là,
de la droite. Qu'en est-il? Qui a profité? Pas grand monde, enfin, sauf évidemment toute l'industrie, toute la banque, etc. Mais pour les acteurs politiques, ça a été un jeu très dangereux. Il n'y en a qu'un seul, au fond, parmi les marchepieds du nazisme qui a prospéré, c'est le fils Hindenburg, dont le niveau intellectuel est encore plus faible que celui de Papen, et qui, lui, non seulement se voit attribuer des terres supplémentaires en Prusse orientale, son obsession, c'est d'avoir une grande propriété, il se voit attribuer des terres supplémentaires qui sont défiscalisées, cadeaux supplémentaires, et enfin, au moment de partir à la retraite, à l'été 1934, à l'âge de 52 ans, il se voit coudre une collerette de feuilles de chêne pour un grade de général, puisque la solde est quand même plus intéressante lorsque vous partez comme général que comme colonel. Il me reste 2 questions, donc, enfin beaucoup plus, mais bon, je vais les résumer. J'aimerais qu'on revienne sur Kurt von Schleicher, qui a tenté de mettre en œuvre des réformes économiques, sociales, pour atténuer les effets de la Grande Dépression, qui a cherché aussi à renforcer ses relations avec les syndicats et à promouvoir un programme de création d'emplois. Est-ce qu'on peut considérer que Schleicher a essayé de sauver la République de Weimar ou pas? Alors non. Mais par contre, il a essayé, et il allait réussir, il a essayé de préserver l'Allemagne du nazisme. C'est un cas très intéressant, Kurt von Schleicher, parce que c'est, on le voit à son nom et à sa fonction, c'est un général prussien, noble, etc., qui connaît bien les Hindenburg parce qu'il a fait une partie de ses études, enfin de sa formation militaire avec le fils Hindenburg. Sauf que lui, il a fait carrière. C'est un officier breveté d'état-major, c'est un officier de bureau qui est très redouté et très apprécié dans Berlin parce que c'est un officier politique. C'est le plus haut fonctionnaire du ministère de la Guerre pendant toutes les années 20. Il est apprécié pour son humour, son machiavélisme, ses persiflages, sa vie mondaine. C'est quelqu'un qui a mis tout Berlin sur écoute, de manière totalement illégale et inconstitutionnelle, avec tous les services du ministère de la Guerre. Il est au courant de tout. Et c'est vraiment le Méphistophélès un peu de la droite allemande et de l'entourage présidentiel. C'est lui qui fait la politique, en réalité, de Hindenburg. Parce qu'il arrive à manipuler et le père et le fils. Il fait partie de la Camarilla, de ce petit cabinet autour du président du Reich. Et le but de Schleicher, dès la fin 1929, c'est mettre fin à la présence de la gauche au gouvernement. Et il est d'accord avec tous ses petits camarades. Au prix d'ailleurs d'une alliance avec les nazis. Il travaille à l'union des droites. Il n'a de cesse de dîner secrètement, de boire des verres nuitamment avec des hiérarques nazis pour leur dire « mais venez au gouvernement, on est d'accord sur tout, on est copains, on a fait la guerre ensemble, etc. » Et il offre des portefeuilles ministériels de manière répétée. Et il fait offrir des portefeuilles ministériels par Brüning et puis par Papen. Et à chaque fois, on bute sur le maximalisme d'Hitler qui dit « oui, d'accord, mais moi chancelier, sinon non ». Bon. Schleicher va très loin dans la compromission. Au printemps 1932, quand Brüning est carbonisé par son histoire de réforme agraire, Schleicher décide de faire changer le chancelier et de nommer un homme de paille qui est Franz von Papen. Et il s'est trompé, parce que Papen s'est pris au jeu. C'est le privilège des imbéciles heureux, si vous voulez, c'est qu'ils y croient. Et il s'y croit. Papen, qui avait été nommé parce qu'il était un crétin, c'est vraiment pris au sérieux avec les conséquences que l'on sait. Schleicher disait plaisamment dans les salons berlinois « Je n'ai pas besoin de tête, j'ai besoin d'un chapeau ». Et Papen a un très beau chapeau. Et donc Schleicher manipule tout cela et fait des concessions aux nazis qui sont très importantes. Les nazis disent « On ne va pas participer, mais on va vous soutenir ». Ils ne le feront pas, mais on va vous soutenir. À 2 conditions. 1, vous réautorisez les SA et les SS, qui viennent d'être interdits par Brüning et par son ministre de l'Intérieur, le général Groener, parce que les SA et les SS faisaient un petit peu de grabuge dans les rues, tuaient un peu trop de gens. Accordé. Décision catastrophique. C'est un carnage dans les rues allemandes en juillet 1932. Là, c'est la différence avec notre époque, c'est que le début des années 30 sont adossés à la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est 80 millions d'hommes sous l'uniforme. C'est le devoir de tuer. C'est le devoir d'être violent. On est médaillé pour cela. On prend du grade parce qu'on tue.
Donc on reste dans cette idée-là que la violence est quelque chose de légitime. Hein, Georges Mossé a parlé de brutalisation des sociétés européennes. Donc cette rémanence, cet effet d'hystérèse de la violence de guerre dans l'espace civique et politique. Et de fait, on sait très bien que les démobilisations techniques, militaires et économiques sont très difficiles. Passer d'une société de guerre à une société de paix, c'est difficile. Mais la démobilisation la plus difficile, c'est la démobilisation culturelle et psychique. Il y a un effet de cliquet de la violence qui fait qu'on n'en revient pas. Pas besoin de regarder First Blood avec John Rambo pour s'en rendre compte. Hein. La guerre est toujours là. Lisez le colonel Chabert, elle hante. Donc là, l'extrême droite de cette époque a des modalités d'expression qui sont différentes en grande partie de l'extrême droite contemporaine parce que les contextes anthropologiques sont différents. Donc c'est un carnage et c'est une très mauvaise idée de réautoriser les SA et les SS. Deuxième exigence des nazis, une dissolution. Absurde. En juin 1932, il faut tout faire sauf dissoudre, puisque les nazis sont encore en dynamique électorale. Les élections en Prusse viennent le prouver, les nazis ont tapé à 36%, ce qui était quasiment un sondage à l'échelle pour le Reich. Donc il ne faut pas dissoudre à ce moment-là. Tout le monde se demande pourquoi diable le nouveau chancelier et le président dissolvent. Ça permet aux nazis d'arriver à leur maximum de 37,3% des voix. Malgré ces concessions, ils ne soutiennent pas Papen et Schleicher en tire les conséquences. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Au nom de la fraternité d'armes, de l'amour de la patrie, etc., on avait fait affaire, mais ils ne tiennent pas parole. La conclusion qu'il en tire, c'est que, 1, les nazis ne sont pas fiables comme partenaires politiques, et 2, ils sont dangereux pour l'ordre public. C'est ce tournant de l'été 1932 qui fait refluer les nazis. La violence nazie dans la rue, qui se poursuit d'ailleurs en août 1932, fait comprendre à des Schleicher au sommet de l'État et à tout un électorat bourgeois à la base de la société qui avait quitté les partis traditionnels pour aller vers les nazis qu'on ne peut pas voter pour ces gens. Parce que, d'accord, on hait les juifs, on déteste les communistes, on est malade du traité de Versailles, mais on veut la paix sociale quand même. On veut que sur le pas de porte, la paix civile règne. Le carnage permanent, les assassinats politiques, les voyouteries de la SA, ce n'est pas possible. On aime l'ordre. Donc on vote. On revote tradit. Et non plus seulement nazi. Schleicher en tire cette conséquence. Et quand il voit que Papen s'obstine à vouloir faire affaire avec les nazis, voire quand Papen se rend compte que ce n'est pas possible, médite un coup d'État, Schleicher, comme ministre de la guerre, puisqu'il est devenu ministre en juin 1932, commande une mission d'évaluation à l'armée pour savoir si l'armée peut tenir le choc d'une guerre civile. Parce que qui dit coup d'État dit possible guerre civile. La conclusion de l'armée, c'est qu'elle n'y arrivera pas. Conclusion un peu dictée par son ministre. Hein. Pour affaiblir Papen, Papen se voit retirer la chancellerie par Hindenburg et Schleicher est nommé. Et à partir de ce moment-là, et j'en parlais tout à l'heure, se développe tout le scénario de disparition des nazis, parce qu'ils s'effondrent électoralement, ils sont moins vivaces qu'auparavant, et Schleicher développe toute une stratégie politique qu'on appellerait de triangulation aujourd'hui, mais qui n'est pas tout à fait ça, une stratégie de Querfront, de front en diagonale, de front en travers, littéralement, qui consiste à aller parler à la droite du SPD, c'est-à-dire la quasi-totalité du SPD en réalité, hein, et de la DGB, qui est la centrale syndicale, pour dire « Vous avez toléré Brüning pendant 2 ans, alors qu'il menait une politique violemment antisociale. Moi, je vais mener une politique sociale. Je vais faire une réforme agraire, je vais annuler les ordonnances Papen qui détruisaient l'assurance chômage, etc. Je donne des gages. La comparaison que je dresse, c'est avec le gaullisme social. L'armée au-dessus de tout, la nation au-dessus de tout, on est au-dessus des partis, et on mène une politique sociale parce que la nation, c'est aussi les gueux. Gaullisme social, je pense que c'est une expression qui définit bien la philosophie politique de Schleicher à ce moment-là. Assez sincèrement d'ailleurs. Hein. Sauf que les sociodémocrates et les syndicalistes, alors les syndicalistes sont d'accord, mais les sociodémocrates disent en réalité, on a chuté électoralement à cause de notre politique de tolérance de la droite. Les communistes
qui ne nous aime pas trop, continue à monter. Donc il faut qu'on se refasse une crédibilité de gauche. Donc on va vous combattre à mort. Stupéfiant. Ils sont à contre-temps de l'histoire de manière assez étonnante. Hein, puisque, encore une fois, Schleicher proposait un véritable pacte social, politique. Et l'autre élément de cette diagonale, c'est de détacher ceux qui sont là du maximalisme d'Hitler au sein du NSDAP, et il y en a beaucoup, à tous les niveaux, hein, parce que le parti craque partout. Hein. Mutinerie de la SA à la base, défection des Gauleiter au milieu, et au sommet, des gens comme Strasser, numéro 2 du parti, qui veulent partir, ainsi que Wilhelm Frick, le ministre de l'Intérieur de Thuringe, et qui est par ailleurs président du groupe parlementaire au Reichstag, et qui va devenir ministre de l'Intérieur du Reich. Donc même lui, il veut partir. Même lui veut trahir Hitler. Donc Hitler est vraiment très très isolé. Donc ça, Schleicher, qui encore une fois a mis tout le monde sur écoute, est au courant de cette situation-là, et pousse la fracturation du parti nazi pour obtenir quelque chose comme un soutien au Reichstag qui permettrait de ne pas dissoudre, mais si on doit dissoudre, on reportera les élections sine die. Donc l'hypothèse Schleicher, très travaillée, très étayée, très intelligente, montre que parmi tous ces irresponsables, il y en a au moins un qui a vu qu'il s'était trompé et qu'il fallait faire machine arrière. Et qui a élaboré tout un autre scénario pour éliminer ceux qu'il avait contribué à renforcer, parce qu'il s'est aperçu que c'était une erreur majeure. Donc on arrive au terme donc, de cet échange. Dans la conclusion de votre livre, vous établissez donc des parallèles entre les événements historiques qui ont mené à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, des dynamiques contemporaines. Les mécanismes qui ont permis l'ascension du nazisme pourraient se retrouver dans des contextes actuels. Pourtant, il n'y avait pas de fatalité, dites-vous, à l'effondrement de la République de Weimar. Alors, quel est ici le message de l'historien qui n'en est pas moins un citoyen éclairé ? Le message, et c'est pour ça que j'ai pu dire dans certains entretiens que travailler là-dessus cet été, au moment où Sa Majesté jouait à la procrastination, tout en faisant des mamours à des athlètes pour être sur la photo, spectacle démocratique assez étonnant, hein, bref, c'était très curieux. Travailler à cela, dans ce contexte-là, de négation du suffrage universel et des principes de la démocratie, a été thérapeutique. D'une part parce que je travaillais et je me concentrais sur autre chose, ce qui n'était pas un moindre luxe. Et par ailleurs, je me rendais compte que, je le savais déjà, mais là c'était d'autant plus étayé, que, je vous le disais, cette séquence qui nous est vendue généralement sur les plateaux télé comme étant la preuve que de toute façon les nazis gagnent toujours, cette séquence montre tout le contraire. Autrement dit, on peut faire à nouveau rimer histoire et espoir. Et j'avais des amis qui s'interrogeaient sur ma santé mentale cet été, parce que je leur disais que ça me faisait beaucoup de bien de travailler sur cette question-là, alors que c'est la question la plus déprimante qui soit. C'était Nicolas et Christian. Et plein d'autres. Et cette séquence est censée nous montrer, nous enseigner le désespoir, la résignation, le fatalisme, bref, être déprimante au possible. Et c'est tout le contraire, parce que tout était possible jusqu'au 30 janvier 1933 à 11h du matin. Parce que, encore une fois, le jour même de la nomination de ce fichu gouvernement, le secrétaire général de la présidence du Reich, le docteur Otto Meissner, appelle des ministres de l'ancien gouvernement Papen, qui ont été reconduits sous Schleicher, pour leur venez à la présidence, on va constituer le gouvernement, vous allez prêter serment. Au bout du fil, les ministres pressentis disent d'accord, mais c'est qui le chancelier ? On ne sait pas. Vous verrez bien, ils sont pas sûrs. Jusqu'au dernier moment, l'hypothèse Papen est toujours là. Parce que les nazis ne sont pas assez forts, et de toute manière, enfin électoralement, ça c'est clair, et de toute manière ne maîtrisent rien du jeu politique, puisque, encore une fois, c'est le président qui décide. Donc jusqu'au dernier moment, la lippe présidentielle et la plume présidentielle sont suspendues. On ne sait pas. Ce qui suscite d'ailleurs des moments de crise hystérique chez Hitler et Goebbels pendant le week-end précédent et jusqu'au matin. Ce qui suscite d'ailleurs un mouvement de recul de Hugenberg lui-même, qui dit à ses proches « Je suis en train de faire la plus grosse bêtise de ma vie » et qui veut retirer ses billes. Et in fine, je montre à quel point tout ça se joue sur des têtes d'épingle,
sur les soucis patrimoniaux de la famille Hindenburg, sur la bêtise du fils, sur la sérénité du père, sur des enjeux mais sordides, d'un égoïsme et d'une médiocrité mais innommable. Et in fine, au moment où tout ce beau monde, les ministres pressentis, le futur chancelier putatif, mais on ne sait pas trop, sont en train de discuter dans les salons de la présidence, le docteur Meissner descend en disant « Messieurs, vous êtes en retard. Il faut monter à l'étage, prêter serment. On ne fait pas attendre le président du Reich. On ne fait pas attendre la statue vivante qu'est le maréchal président Hindenburg. Là, c'est de l'impolitesse, c'est discourtois. Et Hugenberg se range. Ça se joue à ça quand même. Ça joue à des usages sociaux, ça joue à des actes d'autorité qui font dire que si le docteur Otto Meissner, ce jour-là, s'était cassé la figure dans l'escalier, avait eu une migraine ophtalmique ou d'une indigestion de la veille, que se serait-il passé? Est-ce qu'il se serait trouvé un haut fonctionnaire armé de l'autorité suffisante pour descendre, dire à l'ancien chancelier von Papen et au chancelier putatif Hitler, messieurs, vous êtes impolis, il faut monter, prêter serment. Et ainsi clore le débat. Ça se joue à ça quand même. Et ça, je trouve que le fait de, par le raisonnement contrefactuel, par l'analyse précise des responsabilités, des mécanismes, des décisions, cela nous permet de remettre de la contingence, c'est-à-dire de l'humanité, de la liberté et de la responsabilité dans les processus politiques et historiques. Autrement dit, de faire à nouveau rimer histoire et espoir. En l'occurrence, le moment qui est censé nous faire déprimer est au fond un moment plutôt exaltant intellectuellement et civiquement. Et moi, je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien, d'autant plus que, par ailleurs, en réfléchissant la comparaison avec les années 30, on voit à quel point nous sommes mieux armés que nos pauvres prédécesseurs. Parce que nous, au moins, on sait ce que c'est que de faire alliance avec eux. Il ne faut pas. Il ne faut vraiment pas. Les Américains sont en train de s'en rendre compte. L'électorat MAGA républicain, je pense qu'il est servi, là, en ce moment. Donc on sait qu'il ne faut pas, et par ailleurs, nous avons, contrairement à l'Allemagne des années 30, non seulement un contexte anthropologique qui est différent, je vous parlais de la Grande Guerre, de la rémanence de la violence de guerre, et nous avons également des institutions qui tiennent. On en a un vague exemple cette semaine avec la magistrature, mais l'exemple de la magistrature, moi je ne cesse de le citer depuis des années, parce qu'on a des études sur la magistrature allemande du début des années 30. La jurisprudence que l'on connaît par les statistiques qui frappent les militants syndicalistes et communistes d'un côté et qui caressent les militants nazis de l'autre, les statistiques offrent un paysage jurisprudentiel qui est mais grotesque, comique, avec des statistiques qui vous montrent que si vous êtes un communiste qui va gifler un nazi dans la rue, c'est 15 ans ferme. Si vous êtes un SA qui va égorger à main nue un communiste dans la rue devant 25 témoins, c'est 4 mois avec sursis, avec les excuses du tribunal. Mais je caricature à peine, hein. Vous voyez les statistiques, elles sont effarantes. Pourquoi? Parce que structurellement, d'un point de vue socioculturel, les pays ont changé, les institutions ont changé. Pour être magistrat dans les années 30, il faut, comme aujourd'hui, avoir fait des études de droit et un baccalauréat, c'est-à-dire appartenir au petit 1% de la population qui va à l'Abitur, au bac, et en fac de droit, ou en fac tout court. 1%. Vous voyez la réduction extrême d'un point de vue socioculturel du vivier. Tout ça a changé après 1945 et après les années 60. Il y a du brassage culturel, social, existentiel, anthropologique, qui fait que aujourd'hui, on n'a pas des juges rouges, mais on a des juges normaux, qui respectent les institutions, qui appliquent le droit, qui respectent la République. À l'époque, on a une magistrature d'Ancien Régime. Parce que soit ce sont des juges impériaux qui n'ont pas bougé après 1918. Les sociodémocrates n'ont pas changé les institutions allemandes, n'ont pas changé le personnel. Et quant aux nouveaux magistrats qui sont arrivés dans les années 20, ils ont fait des études avec des professeurs d'Ancien Régime. Et on a des témoignages en série là-dessus. Et Christian Ingrao en est bien conscient, puisque lui, il l'a étudié dans sa thèse. Les études de droit, c'était comique. Vous alliez en cours de droit constit avec un ordinarius, un professeur docteur qui vous expliquait, du haut de la chaire, que la constitution de Weimar est une constitution judéo-bolchevique, judéo-libérale, anti-allemande, et qu'il fallait déchirer ce torchon. C'était ça, les cours de droit constit. À Kiel, à Heidelberg, à Francfort,
à Rostock, c'était ça. Et moi, je les ai étudiés aussi dans mes travaux sur les juristes. C'est plus ça. Non que les juristes soient devenus des guévaristes échevelés, hein, mais enfin, c'est plus ce vivier-là. Merci Yoann Chapoutot.